Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toutes les semaines un condensé de l'actualité high-tech. Et pour commencer, un duel entre deux smartphones qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, le Nexus 4 et le LG Optimus G. Un nouveau PC Google fait son apparition, il est low cost, un nouveau Chromebook donc. Allez, on repartira faire un tour à InnoRobot, le salon des robots à Lyon, avec un coup d'œil sur les exosquelettes. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno 01net. Encore une fois, soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Aujourd'hui, on s'intéresse à un smartphone que je sors de ma poche, regardez. C'est le LG Optimus G et qui arrive en ce moment même sur le marché, n'est-ce pas François ? On a décidé de vous proposer un fight en fait entre deux téléphones, l'Optimus G et celui-ci que je dégaine aussi, c'est le Nexus 4. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce sont des clones en réalité, ils sont signés tous les deux par le coréen LG, vous allez voir qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Tout d'abord le design. Regardez, eh bien c'est peut-être là où il se différencie le plus, malgré tout. Et oui, il y en a un qui est tout rond, très sensuel, c'est le Nexus 4. Hein. Ah, je sens que tu as déjà une attirance particulière. Oui, moi j'aime bien les téléphones ronds, et celui-ci me plaît Pas que bien. les téléphones, d'après ce qu'on m'a dit d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, le mien est un peu plus viril, un peu plus rectangulaire. Il est un peu plus coréen, moi je dirais, carrément. Parce que c'est vrai que ce téléphone ressemble à tous les téléphones coréens. C'est-à-dire qu'ils sont carrés, un peu anguleux, quoi. En tout cas, ils ont tous les deux la même face arrière, hein, le même, Oui, à c'est peu vrai. près le même dos en verre, comme ça, avec Avec des petits effets. avec un petit effet boîte de nuit. Voilà, c'est ça. Un peu boule à facettes. hein. Ouais, c'est ça. C'est Et ça. aucun des deux n'a de bouton physique. Non. Voilà. Pas, en tout cas, ils ont des boutons physiques sur le Sur côté. les côtés, sur les bien côtés, sûr. mais il n'y a pas de bouton central. Mais pas sur Voilà. le devant, bien sûr. Donc là, entre les deux, c'est très très subjectif. On Voilà, peut dire question que de goût. Voilà. Chacun a son style. L'un des paramètres les plus importants dans un smartphone, c'est l'écran. Oh là là, oui. Eh bien là, en fait, entre les deux téléphones, l'Optimus G et le Nexus 4, pas de différence, c'est le même écran, Ouais. un écran de 4,7 pouces, pardon, avec une définition de 1280 par 768. Donc c'est de la HD, c'est pas Full HD. C'est de la HD, un très bel écran, hein, d'une manière générale. Alors, le 01 Lab a testé les deux écrans et a trouvé une petite différence malgré tout entre les deux. Ils sont forts. Il semblerait que l'écran du Nexus 4 soit plus contrasté. La mémoire, paramètre important, hein, et il y a une grosse différence entre ces deux smartphones. Si on prend la mémoire de l'Optimus G, il n'existe qu'en un seul modèle, 32 Go, Ouais, Jérôme. ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, c'est confortable. En revanche, pour le Nexus 4, il existe deux modèles de 8 ou 16 Go. Alors 8. Bon, 8 c'est vraiment le minimum, 16 Go c'est le maximum, et il n'y a pas de port SD incorporé sur le Nexus Voilà. 4. Dans aucun des Dans aucun des deux Dans d'ailleurs. aucun des deux. Ce qui fait qu'on ne peut pas augmenter la mémoire de ce téléphone. Donc là, avantage, Optimus G. Ah, l'autonomie. Alors là, ça c'est un gros morceau dans tous les smartphones, pour tous les smartphones. Alors la batterie, c'est la même. En utilisation 3G pour le web, c'est à peu près la même chose, d'après 01 Lab, 5h30. Ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas exceptionnel. vraiment pas hein. exceptionnel. Ouais, on Ouais, est ouais. vraiment dans la moyenne plutôt basse des smartphones aujourd'hui. En revanche, le tien, il Oui. a un avantage, il n'est pas mauvais, il a une assez bonne autonomie. En lecture vidéo, et oui, effectivement, donc si vous êtes plutôt un accro aux vidéos, sur le bel écran de 4,7 pouces, vous pourrez tenir à peu près, on va dire 6-7 heures en lecture vidéo. Alors 7 heures, alors que celui-là ne tient que 6 heures. En Ah oui. réalité, c'est ça, il y aurait 1 heure de différence entre les deux. D'accord. Mais le mien se rattrape pour les communications téléphoniques. Ah oui, 14 heures pour toi Ouais, et 9h46 pour moi. grosse différence quand Ouais, même. Hein. ça tombe bien parce que comme tu es plus bavard que moi, C'est pas faux. voilà. Allez, on s'intéresse à l'aspect logiciel maintenant. Alors, sans surprise, dans les deux, vous trouverez de l'Android, mais c'est pas le même. Ah oui, il n'y a pas de l'iOS dedans. Hein. C'est pas la peine de chercher, vous n'en trouverez pas. Avantage pour le Nexus. Pourquoi ? Parce que comme c'est un téléphone signé Google, hein, qui a été commandé par Google pour LG, eh bien, il a la dernière version d'Android, la Jelly Bean 4.2, la pure Android. Donc forcément sur ce téléphone, les toutes dernières mises à jour d'Android, c'est un avantage indéniable. En revanche, celui-là n'est vendu actuellement qu'en 4.1.2. Mais il a une surcouche LG qui s'appelle la surcouche Optimus UI avec un certain nombre d'applications pas inintéressantes du tout. Bon, Verdict. verdict. Alors, le Nexus, rappelle-toi, on lui avait mis Oui. 8,5 et 8. Tout à fait. C'est moi Donc- qui lui avais mis 8,5 et toi Oui. tu lui avais mis 8. Voilà. D'accord. Déjà, on avait vu que j'avais une petite préférence hein, par rapport à toi. Donc, L'Optimus. l'Optimus,
Ouais. Eh ben, écoute, moi, je vais partir sur du 8,5. Du 8,5 ? Oui. Bah écoute, moi je lui mets 8. Voilà, comme ça, clairement. Pas Bah, facile écoute, hein, de non, c'est choisir pas entre facile. les deux. Ce sont de bons téléphones, ça c'est clair. Mais après, il y a des petites spécificités qui font que, bah voilà, on peut préférer l'un ou l'autre. Alors, ceci n'est pas un test à proprement parler, juste un petit coup d'œil sur ce Chromebook Samsung qui vient d'être annoncé. Il était commercialisé pour l'instant uniquement aux États-Unis. Il est désormais disponible en France depuis hier. Vous voyez comment on va vite sur la chaîne Techno. Sa particularité, son prix, les amis, il est à 299 €. Voilà, pour un vrai petit PC avec du Google à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il vaut au niveau spécificité ? On a posé la question à Eric Le Bourlou, qui est journaliste à 01net et qui est allé un petit peu enquêter sur ce qu'il a dans le ventre, ce Chromebook. Là, on est plutôt dans du produit d'entrée de gamme. C'est un Chromebook qui va être vendu 300 €. Donc 300 €, c'est pas cher, c'est les prix des netbooks. Et d'ailleurs, une grosse différence entre ce Chromebook et un autre PC classique, c'est déjà sa puce. Il ne tourne pas avec une puce Intel, mais avec un processeur ARM. Donc c'est les processeurs qu'on trouve d'habitude dans les mobiles ou les tablettes. Donc ça lui permet d'être très léger, d'avoir un poids, c'est 1,1 kg, donc c'est très léger. Et c'est plutôt autonome, donc autonomie annoncée de 6h30, 6h30, ce qui est pas mal sans être non plus quelque chose d'exceptionnel. Alors l'équipement n'est pas extraordinaire, c'est un écran qui fait 1360 x 768, donc c'est un écran de facture correcte, mais pas l'écran magnifique du Chromebook Pixel qu'on a vu il y a quelques jours. Et puis c'est un design qui ressemblerait vaguement un peu à un MacBook Air, mais c'est un petit peu plus plastique, c'est pas aussi bien fini qu'un MacBook Air. Alors voilà pour les specs de ce Chromebook Samsung qui, on l'a compris, se situe vraiment un cran en dessous du Pixel. Mais au fond, François, quel est l'intérêt de ces ordinateurs qui ne sont pas tout à fait comme les autres ? Eh bien justement, peut-être vous posez-vous cette question. Réponse toujours d'Éric Le Bourlou. Alors ça s'adresse aux gens qui sont connectés en permanence, puisqu'effectivement on ne peut pas vraiment l'utiliser ou on peut l'utiliser de façon amoindrie quand on n'est pas connecté à Internet. Donc il faut absolument une connexion Wi-Fi, parce qu'il n'y a pas d'Ethernet, c'est uniquement Wi-Fi, et pour profiter en fait des services en ligne donc proposés par Google ou alors tous des applis HTML5, les web apps qu'on commence à voir fleurir maintenant, qui vous permettent, si vous voulez par exemple éditer des photos, il faudra que vous alliez sur un site web pour éditer des photos. Si vous voulez même monter une vidéo, c'est même possible aujourd'hui, vous pouvez le faire via un site web en uploadant vos contenus sur le site et en utilisant des services en ligne. C'est assez contraignant quand on n'est pas connecté H24. En revanche, ça peut être assez pratique pour des gens qui ont besoin ponctuellement d'un petit ordinateur pas lourd, qui se lance en quelques secondes simplement et qui, une fois fermé, reste en veille pendant très longtemps. Ça peut avoir ses avantages et notamment il a un bon clavier, donc on peut très facilement taper avec. On est étudiant, par exemple, ça peut être assez pratique. Par contre, c'est à déconseiller aux gens qui font beaucoup de multimédia quand même. Je disais vidéo tout à l'heure, c'est pas des machines très puissantes. Donc il faut quand même avoir, un usage qui correspond à des choses qui sont faisables avec une petite machine type netbook, quoi. Bon, c'est clair, on vous l'a dit, on vous le répète, Eric nous l'a encore signifié, si on n'a pas de connexion Internet, c'est un peu compliqué. Ça perd un peu de son intérêt, c'est le vrai. Chromebook. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir, Jérôme, que Google est en train d'installer sa petite gamme d'ordi. Voilà, on a du mal exactement à comprendre à qui se destine ce genre de produit. Alors celui-ci peut-être à 300 € a un petit peu plus de sens d'une certaine manière. Mais en tout cas, cette race très particulière d'ordinateurs trouvera peut-être son public, y compris ici en France. Et vous avez peut-être rêvé déjà d'être un peu comme Iron Man, d'avoir une espèce d'armure, de carapace qui vous permettrait... Oui, il avait un problème au cœur, Iron Man, je crois. Oui, mais ça lui a servi finalement. C'est vrai, ça a sauvé la vie. Ouais. Voilà, alors avec une force décuplée, avec un équipement en fait qui vous permet de faire des tas de choses qu'on ne peut pas faire avec la force humaine. Ça s'appelle un exosquelette. Bon, alors Iron Man, c'est pas pour tout de suite. Ça reste de la bande dessinée encore ou du cinéma. Mais en fait, la recherche progresse énormément dans ce domaine de l'exosquelette, comme par exemple pour décupler la force humaine, Jérôme, et soulever des poids incroyables. Ce robot est un exosquelette de port de charge, donc il permet d'assister le port de charge de 40 kg au niveau du dos lorsqu'on a les jambes seules, ou jusqu'à 20 kg avec les bras. Donc il peut avoir des applications à la fois militaires et civiles, dans le BTP ou dans l'industrie pour la manutention. L'exosquelette pèse 32 kg avec les jambes seules et 47 kg avec les bras. La personne qui est équipée de l'exosquelette ne ressent en réalité que 2 kg au niveau des épaules lorsque l'exosquelette est muni d'une charge de 40 kg au niveau du sac à dos.
Il a une autonomie de 4 à 5 heures et il permet de marcher jusqu'à 5 km/h. C'est moi qui contrôle l'exosquelette, donc je le mets en mouvement librement, il ne m'impose aucune cadence. Donc je me sens quand même assez libre. C'est une nouvelle sensation d'être aussi proche d'une machine. Voilà pour ces exosquelettes, c'est assez impressionnant et c'est une réalité toute proche puisqu'en fait on dit que ça pourrait voir le jour vers 2016-2017. Alors, autre grande famille de squelettes, d'exosquelettes, qui pourraient en fait complètement changer la vie de milliers de personnes handicapées. Il s'agit d'un exosquelette 4 membres qui va pouvoir supporter finalement la personne tétraplégique et exécuter les mouvements dont celle-ci a l'intention. Donc pour cela, on va passer par un implant à la surface du cerveau qui permettra d'acquérir les signaux cérébraux de la personne. Les consignes vont être envoyées à l'exosquelette et l'exosquelette va va mobiliser la personne suivant ses intentions. Donc là, l'exosquelette est spécifiquement développé pour un usage avec des personnes tétraplégiques. On envisage une première expérience grandeur réelle, donc avec une personne tétraplégique, pour la fin 2013, début 2014. Et à partir de là, on va essayer de multiplier les expériences et essayer de tirer de plus en plus vers un produit commercialisable à moyen terme, pas avant plusieurs années. Voilà, tous les espoirs sont permis dans ce domaine et ces exosquelettes pourraient arriver à partir de 2020, c'est-à-dire demain. Reportage à Lyon de Jean-David Duhart pour la chaîne Techno 01net. Et d'ailleurs, InnoRobot, on en reparlera probablement la semaine prochaine parce qu'on a encore plein de choses à vous raconter. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv et sur 01net.com. Et si vous n'en avez pas encore assez, rejoignez-nous sur Orange Innovation TV, mais aussi sur la VOD de Numéricable, sur YouTube et sur Dailymotion. Allez, cliquez aussi sur les réseaux sociaux pour vous Facebook, suivre. Twitter. Bien sûr, et on sera là dès lundi pour encore une fois traiter de toute actualité high-tech sur la chaîne Techno 01net. Portez-vous bien. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.